On s'est tous posé la question en regardant notre chien affalé sur le canapé en train de rêver on ne sait quoi. Ah oui, la fameuse question. Mais quel âge il a vraiment en âge humain? C'est universel. Aujourd'hui, on va bien au-delà de ça. On a mis la main sur un guide expert du site Velveto qui promet de tout remettre à plat. L'idée, c'est de comprendre comment on fait vraiment cette conversion et surtout pourquoi c'est beaucoup plus important qu'on ne le pense. C'est un point absolument essentiel. Il ne s'agit pas juste de trouver un chiffre amusant à partager, quoi. Non, c'est pas un jeu. Non, c'est de comprendre le stade physiologique réel de son animal. Voyez, savoir si votre chien est un jeune adulte, un quadragénaire ou un senior. Ça change tout. C'est la clé pour adapter son alimentation, son activité, anticiper les besoins médicaux. Bref, pour lui offrir une vie plus longue et plus saine. C'est un vrai acte de soin en fait. Et d'ailleurs, pour entrer direct dans le vif du sujet, le guide est formel, et ça va peut-être en surprendre plus d'un, la fameuse règle du «on multiplie par 7» est complètement fausse. Ah, enfin on le dit. Voilà. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir. La réalité, d'après la science, est bien plus fascinante, beaucoup plus nuancée. Ça implique des facteurs comme la taille, la race et même une formule mathématique. Assez surprenante. Alors, on y va. Allons-y. Commençons par le commencement. Ce mythe, d'où il vient, ce truc du x7 que tout le monde nous répète depuis des générations. Eh bien, ce qui ressort du guide, c'est que l'origine est presque déconcertante de simplicité. Ça remonte aux années 50. Ah oui, c'est pas tout jeune, non. Et à l'époque, des statisticiens ont fait un calcul très sommaire. L'espérance de vie humaine, c'était environ 70 ans, Ok. celle d'un chien moyen, autour de 10 ans. Le ratio était vite trouvé. 70 divisé par 10, ça fait 7. C'était simple, facile à retenir, ça s'est répandu partout et c'est terriblement imprécis. Imprécis, c'est le moins qu'on puisse dire. Parce que si on suit cette logique, un chiot d'1 an serait l'équivalent d'un enfant de 7 ans. Or, n'importe qui ayant eu un chiot sait qu'à 1 an, il est souvent déjà mature sexuellement, il a fini sa croissance. Ça ne colle pas du tout. Absolument pas. Le principal défaut de cette méthode, c'est qu'elle suppose un vieillissement linéaire, une ligne droite parfaite. Et ça, c'est complètement faux. Cette règle, elle sous-estime massivement le vieillissement du chiot et à l'inverse, elle surestime celui du chien âgé. Les auteurs du guide utilisent une expression que je trouve très juste. Le chiot traverse une adolescence éclair. J'aime bien l'image. En quelques mois, il passe de bébé à adulte. Un chien d'1 an n'a rien, mais alors rien à voir avec un enfant de 7 ans. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, avec la science moderne. Le guide s'appuie sur des travaux de l'Université de Californie. Des chercheurs qui ont étudié ce qu'on appelle la méthylation de l'ADN. C'est une sorte d'horloge biologique, c'est ça? C'est exactement ça, une horloge inscrite dans les gènes. Et ils ont prouvé que le vieillissement du chien ne suit pas une ligne droite, mais une fonction logarithmique. Logarithmique. Oui, ce qui est fascinant, c'est ce que ça veut dire concrètement. Une courbe logarithmique, ça monte en flèche au début, puis ça ralentit, ça se stabilise. La première année de vie d'un chien est d'une densité incroyable. Le développement est fulgurant. D'accord. Et le guide nous donne le chiffre choc à retenir. À 1 an, un chien n'a pas 7 ans, mais l'équivalent physiologique de, tenez-vous bien, 31 ans humains. Attendez, 31 ans. Ça veut dire que quand on fête le premier anniversaire de son chiot, on organise en fait sa fête de trentenaire? Mais c'est une perspective dingue. C'est exactement ça. Et rien que cette information, ça change complètement notre perception. On comprend mieux pourquoi un chien de 2 ans a déjà des besoins d'adulte confirmés et non d'adolescent, et pourquoi il est déjà si posé par rapport au chiot turbulent qu'il était quelques mois avant. D'accord, ça remet tout en perspective. Mais alors, cette nouvelle règle, 1 an égale 31 ans, est-ce qu'elle s'applique de la même manière à un chihuahua de 2 kilos et à un dog allemand de 80 kilos? Ça me paraît difficile à croire. Vous mettez le doigt sur le deuxième facteur clé, le gabarit. Et là, on tombe sur un véritable paradoxe biologique. Ah, Dans la quasi-totalité du règne animal, les grands mammifères, les éléphants, les baleines, vivent beaucoup plus longtemps que les petits, comme les souris. oui, c'est une règle de base. Eh bien, chez le chien, c'est l'exact inverse. Les plus petits vivent en moyenne beaucoup plus longtemps que les plus grands. C'est une singularité biologique vraiment propre à l'espèce canine. Le tableau de correspondance dans le guide il est vraiment parlant. Il illustre parfaitement ce que vous appelez une injustice biologique. On peut donner des exemples concrets. C'est ce qui marque le plus. Bien sûr, prenons 3 chiens, tous âgés de 8 ans. Le premier, un petit, comme un Jack Russell, moins de 10 kilos. À 8 ans, il est comme un humain de 48 ans. 48 ans.
la force de l'âge. Voilà, un quadragénaire solide. Le deuxième, un chien de taille moyenne, un Golden Retriever par exemple, autour de 30 kilos. À 8 ans, il a l'équivalent de 60 ans humains. Il est déjà senior. Déjà. Et le troisième, un géant comme le Dog allemand, plus de 45 kilos. À 8 ans, il est un vieillard de 70 ans. 70 ans. C'est incroyable. On a 3 chiens du même âge chronologique, mais physiologiquement, l'un est un adulte actif, l'autre un jeune retraité, et le troisième est au seuil de la grande vieillesse. Chaque année qui passe pèse beaucoup, beaucoup plus lourd pour un chien massif. C'est presque une loterie génétique en fonction de la taille. Mais pourquoi? C'est quoi l'explication scientifique derrière ça? Alors, le guide cite une étude qui donne une explication très claire. Tout est lié à la vitesse de croissance. Ah, d'accord. Les chiots de grande race ont une croissance absolument explosive. Ils peuvent multiplier leur poids de naissance par 100 en à peine un an. Vous imaginez la cadence. C'est énorme. Cette division cellulaire frénétique, cette course à la taille, ça génère un énorme stress oxydatif au niveau des cellules. Autrement dit, les cellules s'usent beaucoup plus vite, elles vieillissent prématurément. En sélectionnant des chiens pour leur taille, on a, sans le vouloir, sélectionné des organismes qui brûlent la vie par les deux bouts dès le départ. C'est une perspective assez déprimante, surtout pour les propriétaires de grands chiens. Est-ce qu'on est condamné à les voir vieillir si vite, ou est-ce que le guide nous donne des leviers d'action? Heureusement, oui. La génétique n'est pas une fatalité. Les auteurs insistent beaucoup là-dessus. Le propriétaire a un rôle central, absolument crucial. Et c'est quoi le premier levier? De loin le plus important, l'alimentation et le contrôle du poids. L'obésité est décrite non pas comme un défaut esthétique, mais comme un état inflammatoire chronique. C'est un fléau qui peut réduire l'espérance de vie d'un chien de près de 2 ans, ce qui est énorme à leur échelle. 2 ans, c'est considérable. Oui. Le surpoids sollicite le cœur en permanence et surtout, il détruit les articulations. Ça transforme la vieillesse en une période douloureuse et ça limite la mobilité. D'où l'importance, et le guide le souligne bien, d'adapter l'alimentation à chaque étape. Pour un chiot de grande race, par exemple, il faut une alimentation qui contrôle cette vitesse de croissance, pour pas forcer sur le squelette. Exactement. Ensuite, pour l'adulte, maintenir le poids de forme. Et puis, l'âge senior. Et là, on passe à des formules spécifiques qui vont soutenir les organes qui fatiguent, moins de phosphore pour protéger les reins, des antioxydants pour le cerveau, et souvent des compléments comme la glucosamine pour les articulations et lutter contre l'arthrose. Et le deuxième pilier, j'imagine, c'est l'activité physique. Oui, mais une activité adaptée. Même un chien âgé a besoin de bouger pour lutter contre la fonte musculaire, l'amyotrophie, mais pas question de lui faire courir un marathon, hein. Bien sûr, de simples promenades quotidiennes suffisent. Et il y a un autre point, souvent négligé mais capital, l'hygiène dentaire. Ah, le fameux détartrage. On a parfois l'impression que c'est un soin de confort, presque esthétique. C'est vraiment si important que ça? C'est fondamental. Le tartre, c'est pas juste jaune et moche. C'est un nid à bactéries. Et ces bactéries peuvent passer dans le sang et aller se loger sur des organes vitaux, comme les valves du cœur ou les reins. Ah oui, carrément. Ça provoque des infections graves. Un détartrage régulier n'est pas un luxe, c'est un acte de médecine préventive qui peut faire gagner de précieuses années de vie en bonne santé. Le guide aborde aussi des cas très spécifiques. Par exemple, une question pour une race très populaire. À quel âge un berger allemand est-il considéré comme senior? La réponse est très claire. Dès 7 ans. C'est un chien de grand gabarit. Et 7 ans est vraiment un âge charnière. D'accord. C'est le moment où les problèmes de dysplasie de la hanche, ou une faiblesse connue de la race, peuvent se manifester. C'est donc l'âge idéal pour un bilan de santé senior chez le vétérinaire, pour surveiller sa mobilité et adapter son mode de vie. Une autre idée reçue qu'on entend souvent, les chiens croisés, les bâtards, sont plus solides. C'est un cliché ou c'est vrai? Ce n'est pas un cliché, c'est statistiquement vrai. Ils bénéficient de ce qu'on appelle la vigueur hybride. Le brassage génétique, c'est leur plus grande force. Ça les protège contre les maladies héréditaires qui sont fréquentes chez certaines races pures à cause parfois d'une trop grande consanguinité. En moyenne, oui, un chien croisé est plus robuste et vit plus longtemps. C'est quand même un sacré paradoxe. Les gens dépensent des fortunes pour un chien de race pure, pour sa lignée, sa pureté, et on paie donc très cher pour une caractéristique qui peut être une faiblesse génétique. Vu comme ça, oui, c'est un paradoxe intéressant. Bien sûr, les éleveurs sérieux font un travail de sélection sanitaire formidable, mais le risque zéro n'existe pas. Prenez un autre exemple, le bulldog.
Au-delà du vieillissement classique, sa morphologie même, sélectionnée par l'homme, lui impose des défis. Difficultés respiratoires, problèmes de peau, et tout ça peut compliquer sa vieillesse. Au-delà du classique museau qui blanchit, comment on reconnaît les premiers signes, parfois subtils, de la vieillesse chez son chien? Ce sont les changements de comportement qui sont les plus révélateurs. Le sommeil, par exemple. Un chien qui dort beaucoup plus profondément ou à l'inverse qui commence à errer la nuit. D'accord, l'interaction aussi. Il semble un peu moins enthousiaste quand on rentre, il met plus de temps à se lever. Et surtout, la mobilité. Cette toute petite hésitation avant de sauter dans la voiture ou sur le canapé, qu'il ne faisait pas avant. Ces roules, ça me rappelle le vieux chien de mes parents. On se disait tous qu'il devenait un peu sourd. Mais en y repensant, ce n'était pas ça. Il entendait très bien le bruit du paquet de friandises. Ah, ça, toujours. Et- mais il choisissait juste de ne plus se lever pour un simple bonjour. Votre explication sur le manque d'enthousiasme, c'est exactement ça. C'est un exemple parfait. Et il est crucial de détecter ces signaux très tôt. Cette hésitation avant de sauter, ce n'est pas de la paresse. C'est souvent le signe d'une douleur naissante, comme de l'arthrose. Si on le remarque tôt, on peut agir avant que la douleur ne s'installe et ne gâche son quotidien. Au final, si on devait synthétiser tout ça, qu'est-ce qu'on doit retenir? Le message clé du guide, pour moi, c'est un appel à l'empathie. Ce n'est pas qu'une histoire de chiffres. Non, pas du tout. C'est une prise de conscience. Comprendre qu'un chien de 12 ans, ce n'est pas juste un vieux chien, mais l'équivalent d'un grand-père de 75 ou 80 ans. Ça change complètement le regard qu'on porte sur lui. Ça incite à la patience, à l'indulgence, à plus d'attention, quoi. Exactement. Et la conclusion est très pratique. Comment on l'accompagne au mieux? Les clés sont simples. Un couchage orthopédique pour ses articulations, une alimentation de qualité et surtout de l'attention et de l'amour en adaptant les activités. L'objectif, c'est pas de battre des records de longévité, mais de s'assurer que chaque jour qui lui reste soit vécu dans le confort et la dignité. Et pour conclure, cette analyse soulève une pensée finale, une question presque philosophique. On a vu que la courte vie des très grands chiens est directement liée à la croissance ultra rapide que nous, les humains, avons sélectionnée par l'élevage. Ça nous renvoie à une question essentielle. Dans notre désir de créer des compagnons qui correspondent à nos critères esthétiques, qu'ils soient géants, minuscules, au visage très plat, n'avons-nous pas involontairement programmé pour eux une vie plus courte et parfois plus difficile? Quelle est notre responsabilité face à la biologie même des êtres vivants que nous façonnons?